Mesdames et messieurs, bonsoir. Accord de Paris, où en sommes-nous? 8 ans après la COP 21, nous allons en parler tout au long de cette émission, bien sûr, avec mes invités déjà en plateau avec moi. Maotondi Cédric Agbessi, vous êtes à ma gauche, vous êtes consultant indépendant en transition verte. Bonsoir et bienvenue sur Eden TV. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, et puis à ma gauche, docteur Séraphin Mouzou, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Vous êtes spécialiste en géosciences de l'environnement. Oui. Alors, une fois encore, bienvenue sur Au cœur de l'environnement. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'accord de Paris? Réponse dans cet élément de nos confrères de RFI. Le 12 décembre 2015, le marteau tombe. 195 pays scellent le premier accord universel sur le climat. La Chine et les États-Unis, les deux plus gros pollueurs, voient pour la première fois du même œil la lutte contre le réchauffement climatique, chapeautée par la France et l'ONU. La meilleure chance qu'on ait de sauver la planète, dit alors Barack Obama, président des États-Unis. Voilà ce qui a été décidé ce jour-là. Limiter la hausse des températures bien en dessous de 2 degrés, voire à 1,5 degré, en réduisant nos émissions de CO2. Chaque pays a donc fait des promesses volontaires et non contraignantes. Un monde neutre en carbone d'ici la fin du siècle. En clair, que la quantité de CO2 émise par les activités humaines soit égale à celle absorbée naturellement par les arbres, les sols et les océans. Promis aussi 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour aider les pays les plus pauvres. Engagement pris de se revoir tous les 5 ans pour faire mieux. Depuis, les émissions continuent à augmenter, les États-Unis ont quitté l'accord et la pandémie de Covid-19 a fait diversion. Alors, M. Maotondi Cédric Agbessi, à nouveau bonsoir. Bonsoir, dites-nous, vous venez de suivre cet élément. Qu'est-ce que vous avez à dire pour planter le décor de ce débat? Merci, monsieur le journaliste. C'est tout un plaisir pour moi d'être sur votre plateau pour aborder la thématique liée à l'accord de Paris 8 ans après. Quel est le bilan? En réalité, l'accord de Paris, c'est en quelque sorte un traité international sur le climat et qui a été adopté à la COP 21 à Paris en décembre 2015, bien évidemment, comme l'a notifié l'élément. Et c'est l'accord qui a su réunir le maximum de parties affiliés de partis qui ont adhéré à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc là, il y a eu l'adhésion, puis comment on appelle, la participation de plusieurs nations. Voilà. En réalité, avant la COP27, il y a eu plusieurs activités, il y a plusieurs accords qui ont eu lieu. Et si vous me le permettez, je peux faire une petite historique par rapport à ça. Déjà, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a été instaurée en 1992. Tout a démarré de là. Et c'est en 1995 que la première COP a eu lieu. Donc, des travaux préparatoires ont été effectués en coulisses pour qu'en 1995, on ait la première COP. Mais déjà en 1997, on a eu l'accord, le protocole de Kyoto, qui déjà notifie que les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et cet accord est entré en vigueur en 2005 et est arrivé à expiration en 2012. Et normalement a été redéployé pour juste 2020. Mais avant qu'on atteigne 2020, il y a eu des tractations qui ont fait que en 2015, on a eu l'accord de Paris. Bien avant ça, en 2001, on a eu l'accord de Copenhague. D'accord. Non, on a d'abord eu l'accord de Marrakech qui, en réalité, a quand même permis de bien réajuster les choses. Oui, l'accord de Marrakech a pu définir les règles de mise en œuvre de protocole de Kyoto. D'accord, je vais vous revenir tout de suite. Docteur Séraphin, la COP, mais pourquoi parle-t-on d'accord de Paris? Bon, on parle de l'accord de Paris pour revenir aussi sur l'explication de l'émission témoin qu'on a vue. La COP, la définition, c'est la conférence des parties. Des parties. Maintenant, si Paris est venu et qui a pris le maximum
comment ils appellent, qui a eu l'écho. Quand on parle de l'accord de Paris, donc c'est l'écho favorable. Oui, c'est à cette rencontre, à cette conférence internationale sur les changements climatiques, que, comme le disait mon collègue, qui a réuni 195 pays qui ont su adhérer à la thématique et qui ont dit oui. Et qui ont pris l'engagement de lutter contre. Et c'est à cette COP aussi qu'il a été décidé que les engagements pris devenaient une contrainte. Ça avait une base juridique qui contraignait les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi on parle plus maintenant d'accord de Paris. C'est l'accord qui a plus de contraintes juridiquement. Alors, mais dites-moi, M. Maotondi, quel est le rôle des pays africains dans la lutte contre le changement climatique? C'est vrai que beaucoup d'efforts sont fournis de jour en jour, mais quel est véritablement le rôle des pays africains selon vous? Le rôle des pays africains dans la mise en œuvre de cet accord est très éminent. Déjà, il faut faire un devoir de mémoire pour notifier que l'Afrique, à la base... Est-ce que l'Afrique a été représentée? Est-ce que d'abord le Bénin a été représenté? Oui, le Bénin est activement représenté et a adhéré bien évidemment à cet accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que bien avant ça, l'Afrique fait partie des pays moins pollueurs, donc ayant moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est l'Afrique en réalité qui subit beaucoup plus les conséquences. Et donc le rôle que joue l'Afrique dans la mise en œuvre de cet accord est sur plusieurs formes. Déjà, plusieurs pays africains s'engagent dans l'élaboration des contributions déterminées au niveau national. Les contributions déterminées sur les CDN sont en réalité des documents qui retracent l'ambition du pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à travers des projets, programmes qui sont développés et détaillés. Et donc le Bénin, par exemple, a élaboré son CDN qui a été soumis en 2016 et réévalué, je vais dire réédité en 2021 parce que les CDN ont pour durée de vie 5 ans. Ah d'accord, ils ont une validité. Voilà. Et donc au-delà de l'engagement pour... il y a aussi le fait que les pays africains aujourd'hui se positionnent sur ces questions en travaillant ensemble comparativement à ce qu'on a avant. La main dans la main. Voilà. Pour les négociations, on note désormais de plus en plus d'engagement et le travail pour avoir une voie unique comparativement aux éditions antérieures ou je vais dire comparativement au passé où l'Afrique y va de façon dispersée. Et avec ça, on n'a souvent pas les résultats escomptés. Et en septembre 2023, par exemple, l'Afrique a organisé le premier sommet sur le climat à Nairobi, qui est aussi un élément phare pour prouver le rôle de l'Afrique. Des pays africains. Voilà, et lors de cet événement, il y a plusieurs autorités et qui étaient présents, des acteurs de la société civile, les chercheurs et autres, et tous ensemble ont convenu ont pris au sérieux le dossier. Ont convenu de la nécessité de travailler en synergie pour pouvoir afin d'atteindre les objectifs. Alors, merci, parfait. Monsieur Maotondi, docteur Séraphin, est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez que l'Afrique a joué un rôle comme cela se doit? Oui, l'Afrique a joué un rôle, malgré que l'Afrique n'est pas le continent qui pollue plus, mais qui subit, comme le disait M. Maotondi, l'Afrique subit plus les affres des changements climatiques. Mais pour ne pas rester les bras croisés, l'Afrique aussi joue sa partition. L'Afrique fait partie intégrante des solutions au changement climatique. Ceux qui se témoignent par leur engagement à participer au COP, également aussi la plupart, pour ne pas dire la totalité des pays africains, ont signé l'accord de Paris, ont ratifié et ils ont élaboré dans la majeure partie leurs CDN, qui sont des instruments importants pour l'atteinte des objectifs de Paris
Comme le disait, les CDN sont élaborés chaque 5 ans. Et c'est dans ces CDN maintenant qu'il faut traduire vos engagements en termes de lutte contre les changements climatiques. D'accord. Alors, dites-moi, quel bilan peut-on faire aujourd'hui, depuis 2015, de la mise en œuvre de cet accord? Est-ce que vous pensez que depuis 2015, il y a des choses qui ont changé? Oui, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le devoir du moment nous exige à reconnaître cela. Et déjà sur le cadre, au niveau législatif et légal, il faut noter que le Bénin a pris en 2018 la loi numéro 2018-18 sur le changement climatique. Et il y a eu aussi l'élaboration de CDN, comme on vient de l'évoquer, où ça a été exprimé que le Bénin doit réduire d'ici 2030 ses émissions de 21,4%. Il y a aussi que le Bénin a eu quand même à initier un certain nombre de projets qui vont dans le sens de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Je prends pour exemple la centrale électrique de Pobé, que j'ai eu la chance de visiter lors de la LCOI 19 passée. Est-ce que vous avez pris part à la COP 2019, n'est-ce pas? Non, et la LCOI, la LCOI 19, c'est la conférence des jeunes au niveau local, qui a eu lieu à Kétou en juillet dernier. J'y étais en tant qu'organisateur. Et donc nous avions visité cette centrale où il y a quand même une production de 25 MW crête d'énergie de puissance qui est fournie là. C'est des actions phares qu'il faut reconnaître. Sur le plan d'adaptation, on dénote de plus en plus dans la construction des infrastructures la prise en compte de l'aspect environnemental. Vous allez voir les marchés, les nouveaux marchés qui sont construits. Vous allez voir, c'est des marchés, c'est des terres cuites qui sont utilisées pour... C'est du naturel. Voilà. Et donc, ce sont des initiatives comme ça qu'il faut pérenniser, et qui entrent dans le cadre de cette lutte-là. De cette lutte contre le changement climatique, bien évidemment. Alors, docteur Séraphin, dites-moi, quels défis scientifiques le Bénin rencontre-t-il dans la lutte contre les changements climatiques? Défis scientifiques, les défis sont énormes. Pour en arriver là, il faut d'abord commencer par dire, bon, à travers, comme le disait mon collègue, le Bénin a pris des engagements. Le Bénin a œuvré pour, à travers l'élaboration des instruments, en dehors de la CDN, le Bénin a au moins élaboré son plan national d'adaptation au changement climatique. Le Bénin a mis en œuvre des associations, des structures, par exemple la création du FNEC, Fonds pour le climat et l'environnement. Donc il y a quand même des actions qui se mêlent dans ce sens, et aussi la promotion de l'énergie renouvelable qui est de plus en plus sollicitée et demandée pour limiter au moins les besoins, l'utilisation de l'énergie fossile. Les défis aujourd'hui majeurs pour le Bénin, c'est les défis liés aux catastrophes naturelles, surtout la pauvreté extrême. La pauvreté extrême de la population. C'est-à-dire? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en ville, nous sommes là, on se chine, bon, on dit que la vie est belle chez nous, mais dans les communautés rurales, ce n'est pas le cas. Dans les ménages, dans les foyers, c'est autre chose carrément. C'est autre chose carrément. Et ce qui appelle les gens à agir contre nature parfois, parce que si je dois produire plus pour pouvoir nourrir plus, parce qu'avec la croissance démographique, il faut produire plus pour pouvoir nourrir. Donc les gens sont obligés d'aller vers les intrants qui polluent le sol, l'eau. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs types de pollution. Ça fait un défi majeur pour le Bénin parce qu'il faut arriver à réduire ces genres de pollution. Maintenant, il faut arriver aussi à nourrir le nombre de bouches. Donc on est maintenant actuellement dans l'insécurité alimentaire et il faut aussi satisfaire les besoins énergétiques. Donc, on ne peut pas prétendre être un pays industrialisé sans pouvoir avoir de l'énergie. Il faut forcément l'avoir. Donc les inondations, vous voyez, donc dès qu'il y a un aménagement et qu'il n'y a pas un plan d'atténuation, ça s'amplifie. Donc le Bénin aujourd'hui fait face à ces défis, l'inondation qui est là, la sécheresse qui se pointe et l'érosion côtière
même si le Bénin tente d'y remédier. Alors, nous allons marquer une petite virgule en suivant, bien sûr, les conséquences du retrait des États-Unis de cet accord. Maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius d'ici 2100 et réduire leurs émissions de CO2, c'était là les engagements de 194 pays lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris pour sauver la planète. Cette entente est aujourd'hui mise en cause par le nouveau président américain qui a retiré son pays de l'accord de Paris pour le climat. Gros pollueur et grand contributeur, le retrait des USA aura des conséquences financières directes sur l'Afrique. Parce que à l'horizon 2025, les États-Unis se sont engagés à contribuer à hauteur de 2 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat. La conséquence directe, c'est qu'on va manquer de ce fonds. Ce fonds qui finance des initiatives nationales destinées à lutter contre le changement climatique dans des pays majoritairement situés en Afrique est donc en difficulté. Ce retrait des USA pose également d'autres problèmes pour le monde en général. Le plan climatique, ça voudrait dire que sur les engagements des États-Unis à réduire toujours d'ici 2025 de 26 à 28% leurs émissions, on pourrait ne pas atteindre cet objectif de réduction de 26 à 28% les émissions des États-Unis. On n'arrivait pas à atteindre les 2 degrés ou les 1,5 prévus dans l'accord de Paris. Ça voudrait dire que si les États-Unis laissent la porte ouverte maintenant, c'est qu'il y a plus d'émissions que prévu. Même si, selon les tests, les États-Unis ne peuvent que quitter officiellement l'accord de Paris dans 4 ans, le pire est à imaginer. Le danger qui est actuellement, c'est que les États-Unis ne participent plus aux négociations. C'est que les États-Unis ne contribuent plus financièrement à tout ce qui a trait au climat, notamment le Fonds vert. C'est que les États-Unis entraînent d'autres à leur suivre le pas. Les États-Unis sont signataires jusqu'à ces 4 années probatoires. Mais ce qui est faisable, c'est qu'ils ne respectent aucun des engagements pris dans le cadre de cet accord. Techniquement, Donald Trump ne risque rien que des blâmes à l'international et à l'interne. En tant que politique, il a le droit de prendre cette décision parce que en décembre à Paris, l'accord n'était pas contraint. On n'avait pas défini des critères entre guillemets de punition pour quel État sortirait ou violerait les thèmes de l'accord. L'espoir n'est pas pour autant perdu. La résistance à ce retrait des USA de l'accord de Paris pour le climat est née à l'intérieur même du pays. Et déjà même à l'interne, il y a des philanthropes qui disent pour compenser le manque financier que va occasionner le retrait des États-Unis, moi je donne X, moi je donne Y. Il y a des gros États qui se lèvent pour dire non, nous sommes pour l'accord de Paris, nous allons respecter l'accord de Paris. Il y a des villes qui se lèvent pour dire non, nous allons respecter l'accord de Paris. Il y a les privés, les plus gros émetteurs qui se lèvent pour dire non, nous allons respecter l'accord de Paris. Avec le retrait des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris pour le climat, c'est la Chine, un autre gros pollueur, qui a affirmé sa volonté de maintenir ses engagements, qui devient le leader de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, docteur Séraphin, c'est quand même étonnant si les États-Unis, grands pollueurs, décident de ne pas participer, de ne pas donner son accord pour la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. C'est vraiment étonnant. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on en pense? Une fuite en avant. Parce que les États-Unis ne veulent pas assurer leurs responsabilités. Parce qu'ils ne veulent pas respecter le principe de pollueur-payeur. C'est une fuite. Parce que si vous polluez, il faut réparer le dommage causé à l'environnement. Mais s'ils ne font pas partie, ça veut dire que les règles de l'accord ne seront pas imposées à eux, ne seront pas appliquées. Donc c'est pourquoi ils décident de ne pas participer, de se retirer de cet accord. Donc, histoire de ne pas se voir faire appliquer les tests. Alors, M. Maotondi, qu'est-ce que vous pensez de cette décision des États-Unis qui continue d'engendrer beaucoup de conséquences sur les pays africains aujourd'hui? C'est l'ironie du sort, parce qu'en réalité, permettez-moi de faire ce parallèle, en réalité, c'est que ces autorités classent ces engagements par question de
priorité. Et donc, pour eux, la question du changement climatique n'est pas encore une priorité. Et c'est ce qui fait que, juste là, on continue de parler, de banaliser la chose et on continue de constater ce qu'on est en train de voir là. Imaginez ou analysez rapidement comment la situation de Covid-19 a été réglée. Vous avez vu l'habileté, la dynamique et la rapidité avec laquelle on a su mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir lutter contre... tant soit peu, hein, quand même, oui. Parce que c'était une question de priorité pour tous. Alors, nous sommes dans un contexte où il faut avouer que juste là, il y a encore certains qui pensent que le changement climatique, c'est pas une réalité. Priorité. Et voilà, et donc c'est ça qui nous conduit à tout ce que nous observons. C'est un peu dommage. Mais je pense que avec les différentes situations extrêmes qui ont lieu, même chez eux, ces derniers temps-ci, ils comprennent qu'effectivement les changements climatiques existent, sont une réalité et d'ici là, ceux vont revenir. Et les choses vont changer. Ouais. Alors, Dr Séraphin, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris d'ici 2030, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est à chaque pays maintenant de revoir sa politique en termes de réduction des gaz à effet de serre, en termes des engagements pris vis-à-vis de l'accord. Si chaque pays arrivait à dire oui, voilà, j'avais pris des accords, j'avais fait des engagements que je dois respecter. En faisant l'effort de respecter ces engagements, je pense qu'on peut tendre vers un message. On ne pourra plus respecter le seuil qui était prévu. Si on regarde déjà qu'on est au-delà des 2%, des 2 degrés qui étaient normalement demandés à ne pas franchir, qu'il fallait être en dessous même de 1,5%, mais on est au-delà de 2 degrés aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant, mais qu'est-ce qu'on veut? Les gros pollueurs qui ne veulent pas respecter leur engagement, ce n'est pas aux petits États comme les pays africains on va demander de respecter. De respecter, d'accord. Ça devient un problème. Donc, on espère que avec les catastrophes, avec les pandémies généralisées un peu partout, ça va leur faire prendre conscience et qu'ils vont penser à peut-être réviser leur position. Donc vous espérez quand même? Vous espérez? Des clauses, oui, j'espère. L'espoir est permis. D'accord. Monsieur Baotondi, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer cet accord d'ici à 2030 pour que les choses changent un peu? Alors, pour accélérer cet accord, il faudrait travailler sur plusieurs éléments. Déjà, revoir les ambitions des pays au niveau des CDN. Il n'y a que certains pays ont des ambitions vraiment faibles. Donc, ils ne sont pas dans l'engagement de vraiment contribuer à réduire la chose. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Non, c'est les CDN, en réalité, tracent clairement votre ambition. Et c'est ce que disait l'élément tout à l'heure. En fait, l'accord de Paris exige à ce que, bien avant l'accord de Paris, c'est qu'il y avait le protocole de Kyoto qui demandait seulement aux pays industrialisés de réduire leurs émissions. Et dans cette affaire, il y avait des pays en voie de développement, un peu comme le Brésil et la Chine, qui se cachaient sous le vocal de pays en voie de développement à l'époque pour ne pas assumer leurs responsabilités. Et donc, avec l'accord de Paris, on dit désormais, avec ce système de Kyoto, c'est que certains pays sont mis de côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Voilà, et donc, tout ça même a conduit à l'accord de Paris. C'est la nécessité d'avoir une nouvelle approche beaucoup plus inclusive et qui concerne tout le monde. Et dans ça, on dit que ce soit pays en voie de développement ou que ce soit pays industrialisé, nous tous, vous développer, vous exprimez votre ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le CDN est un document qui retrace l'ambition du pays à pouvoir réduire ses émissions. C'est un outil indispensable. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, d'autres pays ont des ambitions vraiment limitées quand vous lisez le CDN. Donc, ils n'ont pas des ambitions vraiment élevées à réduire drastiquement. Mais quel est le cas du Bénin? Est-ce que le Bénin a quand même... de par son CDN, des ambitions... Tout à fait. J'en ai évoqué tout à l'heure. Je disais que dans le CDN du Bénin, les ambitions sont de réduire de 21,7% nos émissions de gaz à effet de serre
par rapport au référentiel établi. Et donc ça, c'est un effort louable. Déjà qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas aussi grands pollueurs que ça. Nous n'avions pas assez d'industrie qui... Est-ce que selon vous, ce défi est en train d'être relevé? Oui, le défi est en train d'être relevé avec les initiatives sur le terrain. Cependant, quand je dis les initiatives sur le terrain, les quelques cas que j'ai cités tout à l'heure, l'effort de transition vers les énergies vertes, l'effort d'adaptation au niveau des systèmes de production agricole, avec les projets comme le projet PADMA et bien d'autres. Et cependant, le défi est que le financement nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques sont vraiment limitées. Par exemple, dans le CDN du Bénin, pour la mise en œuvre du CDN, il faut environ 1942 millions de dollars. Vous voyez. Et donc, la mobilisation de ces fonds constitue un défi. C'est la grosse question. Constitue un défi parce que pour avoir accès à ces différents fonds qui sont créés, c'est des mécanismes qui sont mis en place. Et des fois, nos pays n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir aller décrocher parce qu'ils vous demandent un certain nombre d'éléments à réunir, un certain nombre de preuves, un certain nombre de justificatifs pour prouver qu'effectivement vous êtes en train de réduire vos émissions de gaz à effet de serre à travers votre projet que vous êtes en train de mettre en œuvre. D'accord. Docteur Séraphin, est-ce que c'est véritablement les ressources qui causent le problème, la mobilisation des fonds? Oui, en partie, parce que même si vous avez la ressource humaine, il faut les moyens. Tout à fait. Le Bénin, comme on le disait tantôt, le Bénin a fait des efforts en termes de législation. Maintenant, c'est les moyens pour la mise en œuvre. Même pour porter l'information à l'agriculteur, il faut les moyens. Pour le faire changer de stratégie, de technique de production, il faut lui donner une technique qui est plus appropriée et plus accessible. Donc là, il faut forcément les moyens. C'est les moyens, et peut-être le Bénin est un pays à ressources limitées, ça pose aussi un problème de mise en œuvre de ces engagements. Mais le Bénin fait son petit bonhomme de chemin à travers les petits projets, les petits programmes qui lui permettent au moins de se dire je peux atteindre, même si je ne peux pas atteindre les 21,7%, mais le Bénin tend vers l'idéal. Si on se respectait, si chacun jouait sa partition, je pense que le Bénin peut tendre vers l'idéal. Parfait. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Maotondi, quelle autre stratégie faut-il adopter pour véritablement mettre en œuvre tout ce qui a été dit à la COP? Vous savez, les résolutions de la COP, pour les mettre en œuvre, ou que ce soit les résolutions de la COP ou bien des engagements pris par l'État ou même des politiques développées au niveau de l'État, l'un des éléments fondamentaux sur lequel il faut agir, c'est la sensibilisation et l'engagement citoyen. Parce que la question du changement climatique est une question pour tous. Ce n'est pas une question... Déjà, quand on dit l'État, c'est nous. Parce que c'est nous qui les avons. Voilà, et donc c'est une question qui concerne tout le monde. Et malheureusement, en ville, en Cotonou, il y a l'effervescence où voilà, il y a des formations, des ateliers pour pouvoir... Des colloques, voilà. Tous les jours. Mais lorsque vous rentrez un peu dans le pays, il n'y a que d'autres qui ne sont pas encore conscients de la réalité. C'est du fait que les changements climatiques sont là, il faut vraiment agir. Vous pensez qu'il faut sensibiliser? Tout à fait. Il y a d'autres qui sont conscients de ça, mais comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, ils sont conscients du fait qu'il y a les effets du changement climatique et il faut aller vers la transition, il faut adopter des pratiques, de meilleures pratiques agricoles. Par exemple, nous, on fait des formations de renforcement de capacité aux agriculteurs pour utiliser des pratiques beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Ils sont conscients de ça, mais du fait qu'ils sont limités par les ressources, du fait qu'ils sont limités par les moyens. Quand vous quittez juste les mauvaises pratiques. Voilà, donc quand on fait l'évaluation, peut-être sur 10, c'est 3-4 qui arrivent vraiment à mettre en pratique ce que vous dites. Donc, ce n'est pas encore le taux que nous voulons. On voudrait que ça soit peut-être 10 sur 10. Et voilà. Donc, la sensibilisation, l'éducation à la question environnementale pour vulgariser ces différents accords. Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas que le Bénin a un CDN. Vous voyez, or dans le CDN, il y a beaucoup d'idées. Il y a des idées sur la transition verte, les énergies renouvelables, il y a des idées sur l'agriculture biologique, l'agriculture écologique, il y a des idées sur le système de santé et bien d'autres. Vous voyez, et donc il
il est fondamental que l'information soit de plus en plus relayée. Voilà, et dans ce cas, moi je vous remercie pour cette émission que vous faites, qui contribue aussi à faire passer l'information à quand même un certain nombre de personnes qui font. D'accord. Merci beaucoup à vous. Docteur Séraphin, qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement commencer par mettre en pratique tout ce qui a été dit à la COP? Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Bon, les pas sont déjà posés, mais il faut encore aller au-delà de ce qui est fait. C'est peut-être au niveau de la mise en œuvre de la CDN qu'il faut essayer d'avoir une bonne coordination des actions. Ok. Que ça ne soit pas des actions limitées à l'échelle nationale, mais que ça soit des actions aussi décentralisées ou délocalisées. Et au niveau départemental ou régional, et maintenant au niveau local. Dans les communes, il doit y avoir des points focaux. Donc, il faudrait que ces actions arrivent jusqu'au niveau de ces communautés. Mais quand on quitte là, il faut aussi continuer, sensibiliser davantage. Okay. Il faut un peu de temps avant qu'on ne change nos mauvaises habitudes. Donc vous rejoignez Maotondi qui parle de sensibilisation. La sensibilisation, elle est prioritaire. Il faut nous amener à changer un peu nos vieilles habitudes pour adopter les nouvelles qui nous permettent d'atténuer les effets du changement climatique. Mais aussi, il faut aussi... moi, j'aurais voulu que le Bénin fasse un bilan de toutes les actions visant le reboisement au Bénin pour voir là où ça n'a pas marché. Et il faut continuer parce qu'on ne va pas dire ça n'a pas prospéré, qu'il faut arrêter. Non, il faudrait que le Bénin continue encore dans cette lancée, dans les actions de reboisement, même s'il faut aller vers un reboisement intensif, motivé. Il faut le faire et demander peut-être, à demander aux communautés rurales de prendre des engagements ou bien mettre un prix pour dire le meilleur agriculteur qui a plus respecté le système d'agroforesterie ou bien la commune qui a plus de forêt communale ou bien le privé qui a un grand domaine bien entretenu. On peut peut-être aller vers ces actions pour pouvoir inciter les populations à participer à changer de comportement. Changement de comportement et à aussi entretenir les plants. Le tout ne suffit pas de le mettre en terre, mais l'autre chose est de pouvoir les entretenir et d'avoir un taux de suivi, pour ne pas dire pratiquement 100%, mais à 90-99%. D'accord, parfait. Monsieur Maotondi, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Je vais faire une exhortation à nos décideurs. Quand je dis décideurs, je veux parler au niveau, non, pas seulement au niveau de l'État, au niveau de la configuration à l'international. Du système de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Je voulais exhorter à un changement de paradigme, à un changement frugal des dispositions pour que la question, déjà, je crois que c'est une question qui est prise, qui est comme une priorité pour eux, mais que cela soit davantage une priorité et qu'on prenne vraiment l'initiative de faire bouger les choses. Et quand je le dis, je me base toujours sur l'exemple de Covid-19 où on a vu la spontanéité de l'engagement dans cette affaire pour pouvoir endiguer le phénomène. Et depuis 1992, on entend parler de cette affaire. Et donc, à un moment donné, on a l'impression que on a envie de tourner autour de la peau. Et est-ce que réellement on veut résoudre le problème? Donc, moi, je dis, si nos décideurs veulent vraiment résoudre le problème, parce qu'ils vont résoudre. Il y a un travail à faire. Donc, il faut qu'à leur niveau, ils décident finalement, désormais aujourd'hui, de changer la donne et en cela mettre les ressources nécessaires à disposition pour que voilà, le résultat escompté. Puisque vous savez, la limite c'est 1,5, on est déjà à 1,2. Et avec les tendances, c'est que d'ici 2030, on n'est pas sûr. En fait, il y a le risque qu'on dépasse les 1,5. Et ça, c'est les catastrophes et autres qui vont surgir. On a déjà les cas, par exemple, au Niger, suivi les autorités récemment, les situations. Et donc, c'est les pires situations que nous allons vivre. Et à quoi ça sert d'être riche et de ne plus exister sur la Terre? Non, mais nous espérons que ces situations ne vont pas nous anéantir. Docteur Séraphin, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Merci beaucoup. Pour conclure, d'abord, je vous remercie pour les initiatives qui touchent l'environnement,
pour vos émissions répétées afin de toucher le maximum de citoyens, aussi bien béninois que expatriés. Je pense qu'à notre niveau, chacun doit pouvoir prendre la mesure de l'urgence. Si le Niger, qu'on qualifiait d'un pays de désert, a pu subir les affres de l'inondation cette année, donc ça témoigne déjà que les changements climatiques ne sont plus une imagination, mais que c'est une réalité. Donc si la réalité est là, il faut trouver les mots. Aussi les moyens et les actions nécessaires pour endiguer le mal. Donc ça interpelle tous, du petit jusqu'au grand, du pauvre au riche et du riche au pauvre. Donc les autorités à chaque niveau qu'ils sont doivent agir pour infléchir la tendance pour que les pires des situations ne nous en arrivent pas. D'accord. Merci beaucoup à vous, Dr Séraphin Mouzou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en géosciences de l'environnement. Merci d'avoir été là. Merci. Maotondi Cédric Agwessi, vous êtes consultant indépendant en transition verte. Merci également pour votre présence. Merci, c'est un plaisir. Merci, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dr Boris, Gérard Roussa, Emmanuel Agbo-Dielou ont assuré la partie technique. Au cœur de l'environnement, c'est la fin. On se retrouve très prochainement si le Seigneur tardait à revenir.